Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de modérer ce débat auquel participe Luc Bretonne, président d'Orange Solidarité Numérique, directeur du Technocentre d'Orange et vice-président de l'Institut G9+. Federico Casalegno, qui est le deuxième en partant de l'extrémité, directeur du MIT Mobile Experience Lab, professeur au MIT et professeur honoraire de la Glasgow School of Art de l'Université de Glasgow et de l'Université de Design de Jiangnan à Wuxi, en Chine, Federico. Corinne Lepage, au milieu, députée européenne, avocate spécialisée en droit de l'environnement, ancienne vice-présidente du MODEM et ancienne ministre de l'Environnement. Alizée Lozac-Meur, qui se trouve, voilà, qui est cofondatrice de Make Sense et de SenseCube, qui est un accélérateur de start-up social. Joël de René, que vous avez déjà vu, mais dont je vais rappeler qu'il est docteur ès sciences, écrivain scientifique, conseiller de la présidence d'Univers Sciences et président exécutif de Biotics International. Enfin, Léa Thomasin, cofondatrice de HelloAsso.com. Et donc, nous allons avoir plutôt une conversation qu'un débat où chacun raconte ses histoires pendant 10 minutes. C'est-à-dire que je vais vous demander des interventions courtes, 2 minutes, 3 minutes quand vous ne pouvez pas vous tenir. Et la première question, enfin, elle est double. Et on va procéder dans l'ordre. Non, on ne va pas procéder dans l'ordre. La première question est double, elle est, à l'ère de l'innovation, pourquoi s'intéresser à la réinvention? Et avec un petit détail concret et particulier, à quelle réinvention travaillez-vous? Nous allons commencer par Joël. Pas trop longtemps. 3 minutes, comme tu as dit. Voilà. La réinvention, c'est la création collective. Ce n'est pas la réinvention d'un inventeur tout seul, c'est la possibilité de se mettre ensemble pour réinventer, recomposer, restructurer la société dans laquelle nous vivons. Alors la question fondamentale, c'est qui le fait? Alors les politiques sont élus pour ça. Les industriels ont le moyen de réinventer des modes de vie. Nous, les consommateurs, nous pouvons aller vers tel produit ou vers tel autre produit. Donc nous sommes tous engagés dans cette réinvention. Mais il y a des contraintes immenses qui pèsent sur notre capacité de réinventer la société. Tout à l'heure, dès l'introduction, Véronique Anger a parlé des questions concernant le travail. Est-ce qu'il va nous falloir réinventer le travail? J'entends le travail salarié avec des CDI dans l'entreprise. Le travail va se continuer. On travaille même si on n'est pas salarié. Il y a des personnes qui travaillent, il y a des artistes évidemment, et une femme à la maison ou un homme à la maison qui s'occupe des enfants travaillent. Non, ce n'est pas de ce travail-là dont je parle, c'est de réinventer l'œuvre. Le travail salarié, c'est une chose. L'œuvre, c'est la construction dans sa vie de choses différentes et la capacité de créer en commun. Or, les principaux obstacles vont venir notamment des machines et des machines électroniques. Vous avez entendu parler de ce débat sur l'intelligence artificielle et le fait que des grands esprits comme Stephen Hawking, des managers comme Bill Gates ou des inventeurs comme Elon Musk disent que c'est la pire des choses, que les robots et l'intelligence artificielle vont enlever le travail des humains et nous transformer en esclaves. Alors je ne vais pas développer ici, je le développerai peut-être plus tard dans la discussion. Je me suis un peu opposé à cette vision, justement parce que l'évolution exponentielle du cerveau des humains connectés avec les machines et les machines intelligentes va, dans mon esprit, créer une nouvelle... Nous allons devenir des hypermutants, c'est-à-dire un hyperhumanisme plutôt qu'un transhumanisme. Nous allons débloquer dans notre cerveau une série de cases nouvelles. Je m'expliquerai un petit peu plus là-dessus tout à l'heure. Et enfin, pour réagir à la question de Francis, c'est que dans l'entreprise, c'est la clé de la réinvention de la société, dans toutes les entreprises, depuis les PME jusqu'aux grosses entreprises. Le management de l'entreprise n'est pas adapté à l'évolution numérique dans laquelle nous sommes entrés. On continue à avoir un management vertical, hiérarchique, pyramidal. On parle de plus en plus de l'entreprise libérée, ce terme est assez bon, de l'entreprise déhiérarchisée. Mais l'idée, c'est la possibilité de faire que les gens s'ouvrent les uns aux autres, communiquent, échangent, se fassent confiance. Donc voilà, l'enjeu des machines électroniques et des robots d'une part vis-à-vis du travail. Deuxièmement, le creuset de la réinvention sociétale qui est aussi et de plus en plus sera l'entreprise. Merci
Merci Joël. Alizée, comment réponds-tu à ces deux questions? Bonjour. Je crois que quand on parle d'innovation, on entend beaucoup innovation technologique. Et moi, ce que je pense qu'il est important de réinventer, c'est au service de quoi est mise cette innovation. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on innove? Est-ce que c'est pour aller toujours plus loin dans la technologie? Pas nécessairement. Et donc, qu'est-ce que nous permet d'atteindre cette nouvelle technologie, ces nouvelles technologies, et notamment à quelles problématiques de société elles peuvent nous permettre de répondre. Et du coup, de réinventer l'innovation dans tout un contexte. Qui innove? Pourquoi est-ce qu'on innove? Et de permettre en fait à chacun, mais que ce soit des citoyens, que ce soit des organisations, des entreprises, d'innover ensemble pour un but qui n'est pas l'innovation en soi, mais qui est bien la résolution de problématiques de notre société pour aller vers un monde, entre guillemets, meilleur. Merci Alizée. Luc. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un second micro au cas où? Ou alors il faut moins parler dedans? En fait, c'est moi qui le tenais en otage. Voilà. Très bien. Et je vais le libérer. Le contrôle par les puissances. Je trouve que depuis ce matin, on est trop pessimiste. Et donc, je veux redonner un peu d'optimisme au débat. Moi, je trouve que ce qui est en train de se passer sous l'impulsion du numérique, extrêmement excitant, extrêmement fascinant pour les nouvelles générations, pour nos enfants. Parce qu'après tout, ce qui est le plus important pour nous, c'est ce qui va arriver à nos enfants, à la génération qui arrive. Et moi, je pense à mes enfants tous les jours, tous les matins quand je me lève. Et je me dis que ce qui arrive grâce à ces technologies qui démocratisent l'accès à l'entrepreneuriat, l'accès à l'innovation, et qui finalement permet de bousculer l'ordre établi des grandes entreprises qui semblaient immuables, des grandes institutions qui semblaient ne pas vraiment respecter la démocratie ou en tout cas l'opinion de chacun, est tout à fait intéressant. Et donc moi je suis extrêmement optimiste. Pourquoi? Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des petits groupes humains, certes bien formés, et on y reviendra probablement, ont la capacité, en travaillant ensemble, avec des coûts qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, sont tombés tellement bas qu'ils sont accessibles à peu près à tout le monde, des coûts de hardware, des coûts de software, des capacités incroyables accessibles dans le cloud, de disrupter, de créer de la valeur, d'innover et surtout de rendre la parole à ceux qui sont des doueurs, aux acteurs de l'économie et pas à des rentiers de l'économie ou de la société. Aujourd'hui, 14% uniquement des citoyens croient dans les messages corporate. Moi, j'appelle ça le bullshit corporate. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'avis de vos voisins, l'avis de vos collègues, l'avis de vos amis. Et donc, si on prend conscience de ça, Rick Levine, en 99, a écrit le Cluetrain Manifesto. C'était probablement un des écrits les plus visionnaires du web, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 99, l'Internet, c'était quand même un truc. Il y avait encore des gens, vous croisiez encore des gens qui vous expliquaient que eux, vivant, jamais ils ne paieraient sur Internet et que de toute façon, c'était une mode, une bulle, etc. Et donc, on a passé ce cap-là. Il y a un alignement des planètes, faiblesse des coûts, puissance incroyable. Vous avez tous dans votre poche l'équivalent d'un supercalculateur Cray 2 qui prenait l'équivalent de cette salle, vous l'avez dans votre poche. Une hyperconnectivité avec des réseaux très haut débit accessibles à tous. Et la possibilité donc de faire du bottom-up en s'organisant, en étant bien formé. Ça, c'est vraiment un sujet qu'il va falloir arriver là aussi à baisser les coûts et à ce que tout le monde ait accès à cette connaissance. Et les marchés sont des conversations. L'éducation, le travail, l'engagement sociétal est possible comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Donc moi, je voudrais dire, c'est très positif. Et il faut qu'en France et en Europe, on soit plutôt acteur que critique de ces évolutions. Parce que si on veut donner notre avis demain, il faut qu'on soit à la pointe de ces technologies. Sinon, les Américains et les Chinois donneront leur avis et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Merci. Léa ? Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité à participer au Forum Changer d'air et je suis très honorée de partager cette table ronde avec mes co-intervenants. Le sujet de la réinvention, moi, m'a assez interpellée. J'ai cherché la définition, n'étant pas bien sûre. Il s'agit de donner une nouvelle dimension à quelque chose qui existe déjà. Et c'est vrai que dans le cadre d'Eloasso, donc qui est une plateforme de crowdfunding, ce mot prend tout son sens parce que la collecte de fonds, ce n'est pas un phénomène nouveau.
Est-ce que vous savez que la Statue de la Liberté a été financée de manière participative ? En 1880, le concepteur donc, de la Statue de la Liberté, Auguste Bartholdi, s'est dit je vais lancer un appel de fonds auprès de souscripteurs aussi bien en France qu'aux États-Unis pour pouvoir donner naissance à ce projet. À l'époque, il y a 100 000 personnes qui ont contribué. On a atteint 1 million de francs pour réaliser la Statue de la Liberté. Après, on a réinventé cette collecte de fonds à l'aune du numérique. Donc, c'est ce qu'on a fait chez Hello Asso. On n'est pas les seuls. Ça s'appelle maintenant le crowdfunding. Ça a eu plusieurs bénéfices, de rendre ça plus instantané, de rendre ça plus rapide, et de bénéficier donc, de notre monde connecté, donc la capacité de partage. Donc, un porteur de projet qui souhaite aujourd'hui se financer en ligne a la possibilité de partager non seulement avec ses amis, mais aussi avec tout un cercle élargi qui peut toucher via les réseaux sociaux. Et chez Hello Asso, on a été un petit peu plus loin encore dans la réinvention. C'est qu'on a voulu inventer le crowdfunding pour les projets d'association et des projets d'intérêt général. Et pour ça, on a réinventé le modèle économique de nous, intermédiaires de plateformes de crowdfunding. On est aujourd'hui la seule plateforme qui pratique un modèle au pourboire. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas un intermédiaire classique qui va prendre une commission sur les montants collectés. Quelqu'un qui va donner à une association sur notre plateforme, 100% de son don est reversé. Et on va se rémunérer, nous, avec le don supplémentaire que veut bien laisser l'internaute. Il a la possibilité de soutenir le site. Donc on a vraiment cherché à aller le plus loin possible dans cette notion de financement participatif, de modèle collectif. Aujourd'hui, il y a 6000 associations qui sont référencées sur Hello Asso. Il y a plus de 12 millions d'euros qui ont été collectés sur le site à leur profit. Il faut savoir que le secteur associatif en France, il y a 1 300 000 structures. 50% d'entre elles vivent avec moins de 5 000 euros de budget. Donc aujourd'hui, si on veut faire perdurer en fait, cette culture associative, si on veut offrir aussi des opportunités d'engagement à tous, il faut que ces associations aient des outils pour proposer un engagement qui correspond aux attentes des jeunes. Et le financement participatif en fait partie. Merci. Federico. Bonjour à tous. Donc, pourquoi s'intéresser à la réinvention ? Dans la réinvention, il y a l'invention, c'est-à-dire créer quelque chose de nouveau, et puis la réinvention qui est réinterprétée ou ramener quelque chose qui a été inventé dans une dimension différente ou locale ou de toute façon l'interpréter. Ce que je pense intéressant, c'est on a et je reviens sur le mot que Joël te disait, cette notion d'accélération écosystémique qui est fondamentale. Juste pour donner un exemple, on parle beaucoup de start-up, donc dans le monde de l'hôtellerie, du tourisme par exemple, le Hilton Hotel, en à peu près 100 ans, ils ont construit un empire où ils ont à peu près 610 000 chambres à louer dans 80 pays. Airbnb, en 4 ans, ils ont 650 000 chambres à louer en à peu près 200 pays. Donc, il y a une accélération et il y a donc à la fois des opportunités ou des risques. Donc, je trouve que dans ce processus, il y a certainement quelque chose qui est intéressant à voir et garder à l'esprit cette notion d'accélération écosystémique devient fondamentale. Alors, à quelle réinvention travailles-tu ? Parce que tout le monde n'a pas répondu à cette petite question qui était pourtant précise. À quelle réinvention travailles-tu ? Je m'interroge sur les relations humaines. Petite réinvention. Enfin, Corinne. Merci. Bonjour. Je vais poser d'abord la question de savoir si on peut parler de réinvention. Je veux dire par là que le changement est si profond que la question se pose à mon avis. Si on élargit un tout petit peu le sujet et que l'on passe du numérique au défi global auquel nos générations sont confrontées, on constate que beaucoup parlent aujourd'hui d'anthropocène pour parler du monde dans lequel nous sommes entrés, c'est-à-dire d'une planète modifiée par l'humain. L'anthropocène, c'est quelque chose de totalement nouveau pour lequel il faut inventer toutes les règles, y compris les règles éthiques. Et c'est pour ça que je m'interroge sur le point de savoir si on peut vraiment parler de recréation ou de réinvention, et si ce n'est pas purement et simplement de l'invention. Alors, ceci étant, il y a bien le « re », dans la mesure où il faut repenser
ce qui existe, parce que nous vivons dans un monde qui est ce qu'il est, à l'aune de cette très profonde transformation. Ce qui veut dire effectivement de voir comment l'horizontalité ou la circularité peuvent transcender finalement tous les domaines. Vous avez parlé, c'est Joël, je ne sais plus qui, de l'entreprise libérée, c'est-à-dire du passage de l'entreprise du pourquoi, du comment à l'entreprise du pourquoi. On peut parler aussi de toutes les nouvelles synergies, on peut parler de la localisation, je pense notamment au modèle de Michael Schuman, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui montre qu'une manière de répondre au sujet, c'est effectivement de localiser, c'est-à-dire de créer des synergies locales qui, elles, vont s'occuper de toutes les questions, mais ce n'est possible que grâce au numérique, parce que sans le numérique, ce serait évidemment totalement impossible de repenser en termes de synergie locale. Et donc, on est bien en face de l'invention, à mon sens, d'un nouveau monde. Et pour répondre à la question précise que vous avez posée, sur quoi est-ce que je travaille ? Ben justement là-dessus. Puisque je vais remettre, ça devait être aujourd'hui, mais ce sera dans 10 jours, un rapport à Ségolène Royal sur l'économie du nouveau monde. Et c'est justement là-dessus qu'on a travaillé. Alors ça paraît très ambitieux, c'est modeste notre travail, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer comment tout est en train de changer partout. Vous avez parlé du crowdfunding, c'est tout à fait clair. On peut prendre le modèle allemand sur l'autonomie énergétique, on peut prendre dans le monde, pas seulement chez nous bien sûr, parce que nous on n'est pas toujours très en avance, des tas de modèles qui montrent que ce sont les citoyens eux-mêmes qui se réapproprient le changement. Et c'est en cela, je pense qu'on peut être optimiste et que je rejoins l'optimisme que vous aviez, monsieur, tout à l'heure, c'est-à-dire que nos concitoyens n'ont attendu personne et qu'ils sont en train de réinventer ce monde précisément parce que le numérique offre de nouvelles possibilités qui étaient tout à fait inenvisageables auparavant, avec des limites et avec des risques, c'est tout à fait clair. Donc il faut réinventer effectivement, et là je m'approprie le mot, les rapports humains et la proximité humaine dans ce nouveau monde. Merci beaucoup. Est-ce que ceux qui, puisque vous avez parlé à tour de rôle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de rebondir sur quelque chose qui aura été dit par quelqu'un d'autre avant de passer à des sujets plus précis? Joël. Une petite note un peu humoristique et une anecdote en rebondissant sur ce que Léa a dit sur la Statue de la Liberté créée par la collecte de fonds du frère Bartholdi. Je peux vous dire aussi qu'il est venu avec son fondeur. Le fondeur de Bartholdi s'appelait Robert Gaget. Et Robert Gaget a eu une idée marketing extraordinaire. Il a fondu une centaine de petites statues de la liberté qui ont eu un succès fou et qu'il a vendues aux États-Unis. Et comment les Américains l'ont appelé ? Comme il s'appelait Robert Gaget, on a appelé ça un gadget. Merci beaucoup, je crois qu'on peut s'arrêter là. C'était juste une petite intervention humoristique, mais après j'ai d'autres choses à dire un peu plus sérieuses sur la question sur quoi je travaille actuellement pour réinventer la société, de 3 pôles principaux. Je travaille beaucoup avec d'autres sur la réinvention du travail, en m'inspirant notamment de la génération du millénium, qu'on a créé un groupe pour réfléchir à tout ça. Deuxièmement, sur la réinvention de l'éducation, notamment avec les MOOC et avec la possibilité de faire en sorte que les gens qui utilisent les Massive Online Open Course travaillent ensemble grâce aux réseaux transversaux. Et troisièmement, c'est la réinvention de notre rapport à l'environnement, qui aujourd'hui est un rapport fondé par un système totalitaire qui nous transforme en usagers, et la réinvention de ce que j'appellerais la démocratie énergétique, le fait que chacun puisse produire et partager en peer-to-peer l'énergie grâce à un mix d'énergie renouvelable. Voilà 3 sujets de réinvention pour moi de la société de demain. Le travail, l'éducation, l'environnement. Luc ? Oui, ce à quoi on travaille. Alors, il y a quelques années, Marc Andreessen, qui est un des plus grands gourous vivants depuis le décès de Steve Jobs dans la Silicon Valley, disait « Software is eating the world ». Le logiciel est en train de s'immiscer dans toutes les pores de l'économie et de rentrer au cœur business de toutes les activités, de toutes les institutions. Aujourd'hui, on peut remplacer software par data. D'ailleurs, il y a même des gens dans des radios économiques qui disent « la data, c'est l'économie ». C'est-à-dire, en gros, si vous captez, si vous maîtrisez la data, c'est l'économie. Et donc, ce à quoi on travaille, nous, c'est arrêter de se plaindre des GAFA,
mais plutôt essayer de trouver des alternatives. C'est-à-dire ce qu'on essaye de faire, notamment avec le Digital Society Forum et Thierry Tabois, là, qui est au premier rang, puis la FING, c'est imaginer un marketing qui va permettre à nous, Européens, qui avons une conscience sociétale quand même très différente de ces modèles, soit anglo-saxons, soit asiatiques, pour remettre non pas le client, mais le citoyen, beaucoup plus que le client. Le client, il est induit par la citoyenneté, quelque part, face à ces données privées, face à ce qu'il veut que l'on fasse ou pas avec ces données privées. Et est-ce qu'on est capable, nous, Européens, d'amener une alternative dans ce marketing de la permission, plutôt que du matraquage, ou plutôt que de la prise en otage des données, de la fausse gratuité des services. Voilà, je pense que c'est vraiment ce à quoi on travaille aujourd'hui. Il y a un boulevard devant nous, encore faut-il le préempter. Merci. Alizé. Je voudrais juste rebondir aussi donc, sur ces idées croisées du numérique qui permet de connecter les gens, de leur permettre de s'exprimer, de donner leur avis. Nous, avec Make Sense, on travaille sur la réinvention de la mobilisation et de l'engagement et comment ces technologies-là vont permettre aux gens d'échanger, de se connecter, mais d'agir sur les enjeux et sur les problématiques qui leur tiennent à cœur. Donc pour faire assez rapide, Make Sense, c'est une plateforme et une communauté internationale où des personnes peuvent s'engager autour d'entrepreneurs, autour de porteurs de projets, pour les aider dans leurs projets à répondre à des causes sociales ou environnementales, et ce, dans le monde entier. Et donc on voit que grâce à ces technologies, on arrive à connecter des innovateurs, des entrepreneurs, des volontaires qui agissent sur des thèmes similaires, mais dans des endroits absolument différents et éloignés. Et qu'on peut réinventer une façon d'engagement en replaçant, comme on le disait tout à l'heure, l'humain au centre de l'action et au centre de l'impact. Nous avons eu beaucoup de choses relativement transversales, et je voudrais qu'on rentre un peu dans des sujets plus précis, si vous le voulez bien. Et le premier pourrait être la réinvention du travail et de l'entreprise. Léa. Oui. Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Alizé, ce qui a été échangé aussi auparavant. Donc, je connais très bien le modèle de Make Sense. Et finalement, aujourd'hui, il y a un grand boom des plateformes collaboratives. Donc, et je vais distinguer les plateformes collaboratives de la consommation collaborative. Quelque part, je trouve qu'on n'a jamais été autant connectés qu'on l'est aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. On peut aussi, dans notre consommation, se vendre des choses, se prêter des choses les uns les autres. Et pourtant, je trouve qu'on est tout ce phénomène collaboratif s'est développé de manière très individualiste. Pour moi, la consommation collaborative est vraiment un enfant de la crise, où on a voulu opter pour du système D, on a voulu chercher à consommer à moindre coût, on poursuit en fait un intérêt économique en faisant appel à ces plateformes de consommation collaborative, j'entends. Et certes, il y a des effets collatéraux qui sont géniaux, on va créer des nouvelles rencontres, etc. Mais au final, on reste dans un lien social qui est relativement éphémère. On va rencontrer des gens quand on covoiture avec eux. Est-ce que c'est du lien social qui perdure? Est-ce que c'est la relation qu'on garde? Et je pense que c'est important de réinventer des plateformes collaboratives qui ne vont pas se destiner à la poursuite d'un intérêt personnel et d'un intérêt économique propre. C'est le cas de Make Sense, c'est le cas d'Hello Asso, et c'est de dire qu'on peut aussi se fédérer, être des masses, mais où on va chercher un intérêt collectif. Donc à financer un projet collectivement, à aider des entrepreneurs collectivement, mais de sortir un peu de cette logique très individuelle qui, j'ai l'impression, a pris le pas sur les plateformes collaboratives. Rien à voir avec la question, du coup. Rien à voir avec la question, merci. Donc sur la réinvention de l'entreprise, j'ai la sensation que c'est le mot même de l'entreprise. S'il ne faut pas le réinventer, il faut lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse. C'est qu'aujourd'hui, ils l'entendent dans le sens propre, qui est entreprendre, créer un projet, faire quelque chose. Je pense qu'il faut... Donc je ne sais pas si c'est vrai. C'est déjà changer la manière dont on parle de l'entreprise, changer la manière dont on enseigne l'entreprise, dont on enseigne l'entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a une opportunité aujourd'hui assez incroyable en France parce qu'il y a de plus en plus de dispositifs d'aide à l'entrepreneuriat. Il y a des aides publiques, il y a beaucoup d'acteurs privés qui s'engagent aux côtés des entrepreneurs, des startups. Donc je pense qu'on est dans une conjoncture très favorable pour entreprendre et qu'il faut par contre donner l'envie d'entreprendre. Et ça passe peut-être par réinventer la manière dont on parle de l'entreprise et ce qu'est l'entreprise. Et comment est-ce qu'on fait pour réinventer en même temps l'entreprise et le travail?
Joël. La réponse à tout. Alors évidemment, brièvement. D'abord, pour la réinvention du travail et de l'entreprise, je crois qu'il faut s'inspirer, je parle encore de la génération du millénium, les millennials mondiaux, connectés entre eux. Il faut les regarder et regarder ce qu'ils font. D'abord, c'est une génération qu'on pourrait qualifier de précariat. La notion du job fixe dans une entreprise hiérarchique avec un CDI est plutôt reprise par la notion du rôle et le travail intermittent. L'intermittent du spectacle, c'est un terme qu'on a beaucoup employé en France, mais je crois que ça s'applique beaucoup à cette notion de travail non linéaire, parallèle, séquentiel. Pendant un certain temps, on fait ça. Pendant un autre temps, on fait ceci. On le partage dans une sorte de job en peer-to-peer. Ça, c'est une notion de refondation du travail, œuvre, du travail, rôle, plutôt que du job. J'ai employé un terme pour ça qu'on a pas mal repris sur Internet, c'est l'ubérisation du travail. L'idée de l'ubérisation du travail, c'est que ces jeunes et les moins jeunes ont un portefeuille d'activités dont ils savent qu'ils peuvent l'employer en fonction de la demande de travail. Et ils replacent ce portefeuille d'activités, comme Uber replace ses chauffeurs en fonction de la demande, lorsqu'il y a la demande d'emploi sur un travail donné. Et ce portefeuille d'activités, il le crée de plus en plus, pas seulement par l'éducation traditionnelle. Ils disent c'est trop long, pourquoi passer 5 ans à devenir ingénieur, alors que par la coéducation, pas tous, et par les réseaux sociaux, je peux apprendre avec la connaissance de l'univers au bout de mes doigts sur les réseaux. Évidemment, il y a l'équivalence du diplôme qui est importante, mais comme on le voit de plus en plus avec les MOOC, et c'est le succès extraordinaire de Coursera, c'est l'évaluation qu'elle fait payer. Coursera fait payer l'évaluation parce que dans les MOOC, c'est pas seulement pyramidal, on reçoit en bas de la pyramide une information, on se coéduque par Twitter, Facebook, les blogs, les réseaux sociaux et Skype. Donc on collabore, on crée des groupes de travail et on s'évalue. Je sais même chez Cisco, j'en ai discuté avec les DRH de Cisco, ils engagent maintenant des gens qui ont suivi des MOOC et dont ils ont fait des coévaluations plutôt que seulement des gens qui ont un diplôme. Donc il y a une réinvention du travail non plus linéaire mais séquentiel, parallèle avec l'ubérisation du travail et en même temps il y a une revalorisation du travail en groupe par la confiance que les gens peuvent se faire entre eux. Alors l'entreprise, je reviendrai de tout à l'heure. Je sais que Luc est aussi sensible à la notion d'ubérisation, tu viens de la mentionner. Pourtant, il y a un énorme problème qu'il faudrait qu'un jour on aborde, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des voitures qu'on prend quand on prend Uber, elles appartiennent à des compagnies. Donc, et c'est peut-être un déplacement qui est intéressant. Ça ouvre des possibilités, mais il faut peut-être lutter pour que ça prenne une face plutôt qu'une autre. Luc, ubérisation. Ce que recherchent les gens aujourd'hui au travail, c'est du sens. C'est plus pointer le matin et le soir, c'est trouver du sens. C'est pourquoi je me lève le matin. Et le salaire n'est plus la première motivation, en tout cas pas de la majorité des gens qui vont au travail. Et donc à partir de là, est-ce que je comprends le matin que je vais avoir de l'influence sur ce que je fais ? En tant que doueur, est-ce que je vais être capable d'influencer les choses et de participer pleinement à un projet dont j'ai la responsabilité ou dont je partage la responsabilité avec d'autres membres du projet? Et donc, ce que j'essaye de faire, moi, avec mes équipes chez Orange, puisque pour innover, il faut déjà innover dans son management, j'en suis absolument convaincu, c'est faire en sorte qu'on arrive à casser les silos hiérarchiques qui sont déjà dramatiques pour la créativité et puis dramatiques pour la qualité du travail en équipe. Autrement dit, vous lancez la création d'un nouveau projet, d'un nouveau produit, d'un nouveau service. Vous allez avoir besoin de quoi ? Vous avez besoin de développeurs, s'il y a du software dedans. Vous avez besoin de designers et d'ergonomes pour étudier la qualité de l'expérience client. Vous allez avoir besoin de marketeurs, parce qu'il faut que le produit et le service trouvent son marché. Et puis probablement d'autres compétences. En même temps, il ne faut pas que ce soit l'armée mexicaine, sinon c'est plus très efficace. Donc vous mettez les strictes compétences nécessaires sur un plateau qui peut être virtuel, parce que les compétences, elles sont peut-être pas en France, elles sont peut-être à Londres, elles sont peut-être en Chine, elles sont peut-être ailleurs. D'ailleurs, l'armée américaine, qui est une entité extrêmement innovante, fonctionne comme ça. Quand ils lancent un projet, ils listent les compétences dont ils ont besoin. Alors ils cherchent les meilleurs du monde.
Moi, je suis un peu plus modeste. Je travaille avec mes moyens, mais enfin, l'armée américaine a des moyens quasi illimités, donc ils cherchent les meilleurs du monde et ils vont les trouver là où ils se trouvent. C'est-à-dire, il y en a certains qui sont internes, et puis d'autres, ils vont les chercher à l'externe, et ils vont les chercher pendant le temps du projet. Ça peut être 18 mois, ça peut être 3 ans, et après, ces gens-là seront utilisables par d'autres projets. Et donc, si on arrive à faire ça et à empowerer, c'est-à-dire donner vraiment le pouvoir aux gens, vous avez quasiment plus besoin de manager. Donc moi, quand un de mes collègues vient me voir pour me dire j'ai un problème, il faut que tu m'aides, je dis est-ce que tu as la solution? S'il me dit non, je dis je peux pas t'aider. Voilà. Donc il faut donner le pouvoir à l'équipe projet, vraiment, il faut lâcher prise. Et là, on va arriver à redonner du sens au travail, à redonner du sens à ce que chacun va faire tous les jours. Et moi, je suis assez intéressé, je suis en train d'expérimenter ça dans mes équipes, notamment par des modèles proches de l'holacratie qui permettent de redéfinir des rôles et de développer ses compétences tout au long de sa vie et non plus d'être enfermé dans des fiches de poste. D'ailleurs, fiches de poste, je ne sais plus très bien si ça a un sens aujourd'hui. Merci. J'aimerais bien savoir ce que le professeur et les politiques pensent des modifications nécessaires au management et au travail. Alors, nous, on a, par rapport au travail, il y a certainement à noter comment les lieux de travail évoluent et changent énormément. Le travail est de plus en plus distribué, n'est pas seulement co-localisé, etc. Il y a des coworking places dans des lieux où des gens vont travailler, où l'importance du travail se couple avec l'importance d'être dans un environnement partagé et avec des rapports humains. L'idée dont tu venais de dire que pour les millennials, donc les jeunes générations, l'important c'est pas seulement un travail rémunéré, mais un travail qui ait du sens, est vrai, absolument vrai. La durée du travail et le rapport entre ce que nous devons apprendre pour ensuite mettre en pratique et l'exécution change véritablement. Donc il y a des moments d'apprentissage, il y a des moments d'exécution, et ce n'est plus on va à l'école, on apprend, après on travaille, mais il y a une sorte de agile development, des allers-retours entre l'apprentissage, etc. Nous, on a 5 mots qui, à mon avis, sont intéressants. Le premier, c'est la notion de pluridisciplinarité, c'est-à-dire pour faire face à la complexité du monde du travail, nous, on travaille toujours avec des équipes qui ont des compétences très, très différentes. C'est très intéressant, mais c'est un vrai défi. C'est très difficile de faire travailler ensemble des ingénieurs, des designers, des sociologues, des architectes, etc. Le deuxième mot, c'est la notion de multiculturalisme. Dans chaque équipe, nous, on a des chercheurs qui viennent des pays très différents. Donc la richesse qu'ils amènent dans des projets, c'est impressionnant. Mais en même temps, il y a des défis. Donc comment des cultures très localisées peuvent résonner avec des cultures globales. Troisième mot, c'est la notion de hands-on. Donc le motto du MIT, c'est mens et manus. Le motto du Media Lab, c'est un peu plus radical, c'est demo or die. Mais l'idée qu'on accélère beaucoup entre l'idée d'avoir un concept, une idée, etc., et réaliser un prototype qu'on met dans un environnement vivant, une société, on l'expérimente, on voit, on réajuste et le remet en circulation. Donc il y a des accélérations impressionnantes entre ce moment d'invention et ces moments où on relâche quelque chose dans la société, dans l'humain, on s'approprie. Et donc nous, on travaille beaucoup par prototype, par expérimentation. Quatrièmement, c'est cette idée de travail en synergie entre un environnement universitaire de recherche, mais aussi on travaille avec des institutions publiques et des entreprises. Donc on crée des formes d'horizontalité intéressantes. Et finalement, le cinquième mot, on essaye de garder l'humain au centre du travail, donc de ne pas créer des technologies en soi. On essaie de créer des technologies qui servent à l'humain et pas de créer un homme qui sert aux technologies. C'est un peu cliché, mais au moins il y a un espoir de créer des technologies pour l'homme et pas l'homme pour la technologie. Corinne. Il a été dit énormément de choses. Je voudrais peut-être simplement rajouter 2 choses. La première, c'est comment est-ce qu'on lit tout ce qui vient d'être dit avec la situation de l'immense majorité des gens aujourd'hui. Autrement dit, si nous voulons
réussir le mieux possible, avec le moins de laissés-pour-compte possible. Ce passage vers ce nouveau monde, comment est-ce qu'on emmène les gens qui ne sont pas forcément de la génération du millénium, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et comment est-ce qu'on fait pour résoudre des conflits potentiels entre les gens de l'ancien monde et ceux du nouveau? Et comment est-ce qu'on crée les passerelles entre les uns et les autres? Et comment est-ce qu'on donne une envie générale d'y aller? Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. J'ai pas la solution. Donc peut-être je ne devrais pas... vous disiez que si on n'a pas la solution, il ne faut pas poser le problème. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense que ce qui est très, très important, c'est de poser bien les questions. Quand on pose bien la question, généralement, on trouve la réponse. Mais pas toujours. Donc, je n'ai pas forcément la réponse, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça me paraît être un sujet extrêmement important. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites aujourd'hui, c'est le sens, c'est le rôle, et puis il y a toute une variété d'entreprises. Vous avez en France, par exemple, le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est un secteur extrêmement actif, dans lequel vous avez des entreprises parfaitement viables et rentables. Simplement, elles travaillent sous un modèle coopératif, ont décidé de ne pas avoir d'actionnaires et de verser des dividendes. Et puis vous en avez d'autres qui sont du secteur complètement aidé. Et tout cela fait partie d'un ensemble. Donc il y a des grandes variétés et une grande transformation dans le monde de l'entreprise. Et ça, je crois qu'il faut tout à fait en prendre acte. Reste un problème essentiel, c'est comment est-ce que les gens vivent. Autrement dit, la question du travail, elle pose aussi et directement la question des moyens d'existence. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers un système de revenus d'existence de base, bon, qui est quand même un grand sujet qui est sur la table. Et effectivement, à partir du moment où on solutionne ce point-là, alors on a beaucoup plus de liberté dans l'organisation du travail, du rôle, du fait d'être bien là où on est, de cette capacité de pouvoir, au cours de sa vie, faire un certain nombre de choses, à la condition de pouvoir se nourrir soi-même, nourrir sa famille et ne pas avoir constamment l'angoisse du lendemain au creux de l'estomac. Donc je crois qu'on ne peut pas dissocier totalement l'un de l'autre. Merci, Joël. Pour poursuivre et embrayer sur ce que Corinne Lepage vient de dire, la question qu'elle pose sur le fossé entre la génération du millénium, notamment dont nous parlions, et les plus âgés, ou ceux qui disposent de moins de capacités de ressources pour avoir les outils nécessaires dont nous parlions, il y a un mot qui me vient à l'esprit, ce n'est pas une solution, c'est une voie, c'est la culture. Alors, la culture, qu'est-ce que c'est? La culture, ce n'est pas simplement d'emmagasiner des choses pour savoir et les répéter. La culture, c'est une intégration. La culture, c'est la capacité d'intégrer les éléments épars d'un monde disjoint dont nous percevons des bribes pour donner du sens à sa vie grâce à cette culture. Et je pense que la culture du numérique, c'est un grand mot, mais la culture du numérique qui manque trop à beaucoup d'élites dans le monde, et le livre de Laure Bellow, dont vous allez entendre beaucoup parler si vous n'en avez pas déjà entendu parler, le montre très très bien. Cette culture du numérique, c'est la capacité d'avoir le même âge numérique à un moment donné, c'est-à-dire de penser de manière transversale, de penser la simultanéité des outils dans l'écosystème numérique. C'est aussi et surtout dans cette culture de pensée systémique. C'est-à-dire pas seulement de penser comme beaucoup de politiques et beaucoup d'industriels de manière analytique, une cause, un effet linéaire, mais en pensant les feedbacks, les interrelations, les effets pervers comme les effets positifs. Et enfin, après avoir prononcé le mot culture vis-à-vis de l'entreprise, et ça c'est encore un débat que nous aurons, mais je ne fais que l'évoquer, je pense que les entreprises devront de plus en plus se transformer, Federico l'a un peu dit, en plateforme. Qu'est-ce qui fait la différence de GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon? Qu'est-ce qui fait leur différence? Ce n'est pas des entreprises. Vous entendez dans les médias, vous lisez, Google c'est une entreprise, c'est un moteur de recherche. Ou Google, c'est une entreprise de publicité. Pas du tout. Ce sont des plateformes qui catalysent l'intelligence collective. Ce sont des plateformes au sens où elles utilisent leurs stakeholders, leurs consommateurs, leurs prosumers, des gens qui sont à la fois des producteurs-consommateurs, pour créer de la valeur ajoutée qu'elles revendent ensuite. Donc c'est une entreprise collaborative dès le départ. Et on en revient à cette notion de collaborative commons, chère à Jeremy Rifkin, dans son dernier livre, La société au coût marginal zéro. C'est que l'entreprise plateforme reliée à des communautés collaboratives sont peut-être les embryons de la société de demain. Alizée, on a beaucoup entendu parler des millennials. Alors,
C'est quoi? Quelle importance tu leur donnes? Ça fait une très bonne transition. Pour repenser l'entreprise, je pense que les entreprises ont beaucoup à s'inspirer de justement ces mouvements et ces plateformes collaboratives et de la façon dont elles travaillent. En une phrase, c'est des personnes qui, mues par un objectif commun et une volonté d'impact commune, se réunissent et agissent ensemble en se connectant au bon moment et surtout collaborent sur les défis que les uns et les autres rencontrent pour les résoudre un à un. Et je pense que l'entreprise a tout à gagner de s'inspirer de ces modèles-là où des groupes d'individus vont s'aider sur leurs défis respectifs tout en poursuivant un objectif. Et c'est des choses qu'on travaille, nous, avec plusieurs entreprises, sur comment adapter le modèle de Make Sense et de cette communauté d'individus qui résolvent des petits défis pour, in fine, répondre à des grandes problématiques. Comment est-ce qu'on peut adapter ce mécanisme-là à l'intérieur de l'entreprise? Et ça, il y a plusieurs leviers qui, à chaque fois, replace en fait l'humain au centre de la dynamique de l'entreprise. C'est le sentiment d'appartenance qui permet aux personnes au sein de l'entreprise de se sentir part d'un mouvement commun avec une identité, avec un but commun, et qui permet donc aux personnes de véritablement se réengager au sein de l'entreprise. C'est les outils de partage d'informations, les outils de partage de connaissances qui doivent être repensés de façon plus horizontale. C'est les apprentissages, de voir le travail aussi comme une façon d'apprendre et de s'enrichir au jour le jour dans son travail. Et c'est la valorisation et que chaque personne au sein de l'organisation, avec des mécanismes simples de valorisation, peut aller beaucoup plus loin dans son travail. Et de là, la frontière est fine entre l'entreprise, en effet, comme plateforme de multiples communautés qui vont agir ensemble, et les communautés externes, que ce soit les associations, que ce soit des communautés de volontaires, que ce soit des acteurs publics, qui peuvent elles-mêmes, à des moments, également interagir sur les mêmes problématiques. Et les millennials? Et alors, je pense que les millenniums vont être les personnes qui, au sein des entreprises, vont le plus vite s'approprier ces nouvelles dynamiques et je pense les porter et les incarner parce qu'il y a une chose qui est de le dire et il y a ensuite une chose qui est de le faire et de véritablement le porter au sein de l'organisation. J'ai deux doutes. Personnellement, je suis un des plus vieux, pas le seul ici, mais un des plus vieux. Et j'ai des doutes avec ce terme de millennials. Le premier, ça s'applique sans doute pas à tout le monde. Et le deuxième, quand je donne des cours, je vois des gamins qui savent parfaitement réagir quand on leur dit quelque chose, mais à qui personne, ni leurs parents, ni leurs professeurs, n'a jamais expliqué ce que c'est qu'un réseau, comment ça fonctionne, pourquoi on pense différemment, et des choses comme ça. Donc en fait, j'ai des millennials qui sont très agiles et qui nous surprennent, mais qui ont besoin d'apprendre plein de choses. Donc là, il y a deux problèmes avec les millennials. J'aimerais bien savoir ce que Léa en pense, par exemple. Je partage le constat que tu viens d'évoquer. Après, les millennials, j'ai l'impression que souvent on se dit que voilà, c'est des jeunes qui sont connectés, qui vont pouvoir créer leur entreprise, qui vont créer leur emploi, qui vont travailler en réseau, qui vont être dans des cercles de coworking, etc. Je pense qu'il y a énormément de ces jeunes qui sont au chômage aujourd'hui. J'ai été interloquée par le propos de Madame Corinne Lepage et je trouve que c'est intéressant de justement qu'on essaye d'arrêter de dissocier on est en train d'arriver vers quelque chose qui va à double vitesse où d'une part on a énormément d'innovation, une nouvelle voie, plein de perspectives, on y voit plein de solutions sur la manière de travailler, sur l'agilité, sur la manière de travailler en entreprise, de changer, de donner du sens à son travail, ce qui est génial, ce qui est une super voie. Et en parallèle, on a un taux de chômage record chez les jeunes aujourd'hui, chez les millennials. Hein. Donc, je pense que c'est de voir comment on peut, et j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse de comment on va faire. Et sur Coursera, qui pourrait être un formidable moyen d'apprentissage, d'éducation, on voit que la plupart des étudiants qui suivent des cours sont déjà des diplômés. Donc c'est pas, on donne pas accès là non plus. Et comment on va faire pour réussir à réunir ces deux voies, pour faire en sorte qu'on crée une société plus regroupée, je n'ai pas la réponse. Mais apparemment, peut-être y en a une. Je vais essayer de répondre à la question et amplifier votre réponse à la question de Francis. J'ai raconté plusieurs fois cette anecdote, peut-être même l'année dernière, mais je la reprends ici. J'étais à un déjeuner avec des jeunes femmes de l'âge de Léa et de l'âge d'Alizée.
Elles étaient 3 en face de moi et au dessert, j'ai levé un peu la tête et je leur ai dit, vous réalisez que sur le plan calendaire, j'ai un demi-siècle de plus que vous. Elles m'ont dit, mais pas du tout, Joël, tu as le même âge numérique. Et j'utilise cette expression dans les entreprises en disant, ayez le même âge numérique entre les stagiaires de 25 ans qui rentrent dans l'entreprise et les pré-retraités de 65 ans. Avoir le même âge numérique, ça fait partie de la culture dont je parlais tout à l'heure. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, comment faire pour combler le fossé entre ces jeunes qui savent tout manipuler et les plus seniors qui sont un peu interloqués devant cette évolution exponentielle ? C'est pas un mot qui va le résoudre, mais c'est une attitude que j'ai appelée aussi, je l'ai, je crois, dit l'année dernière aussi, la coéducation intergénérationnelle. C'est-à-dire, de manière très simple, le fait que les plus jeunes forment les seniors à l'interdépendance de tous ces outils numériques, depuis les apps, les logiciels, les connexions, etc., les aident, mais que les seniors aident les plus jeunes à contextualiser le flux d'informations sur lequel ils surfent sans arrêt, avec le problème de mémorisation dont je parlais dans mon introduction qui avait été soulevé par Piaget. Et donc cette coéducation intergénérationnelle permet aux seniors de les aider à contextualiser l'information boulimique, l'infobésité, sous un angle politique, économique, social, voire spirituel, voire philosophique. Corinne ? Exactement dans la ligne de ce que Joël vient de dire, mais c'est peut-être aussi une question de génération. Je crois que s'il y a quelque chose à réinventer, c'est la manière de transmettre le sens du bien commun. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'individualisme. C'est vrai que la société de consommation a développé un individualisme farouche et que c'est à partir de cet individualisme qui est ce qu'il est que la société se réinvente. Mais on a perdu le sens de la définition des biens communs. Et on le voit très bien sur les affaires climatiques dont on parle beaucoup aujourd'hui. Les États ont le plus grand mal à passer outre leur intérêt national pour trouver une solution globale, parce que tout le monde est absolument concerné. Au niveau au niveau de chaque nation, c'est exactement la même chose. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que ce qu'on appelait la culture générale, eh bien, il faut la réinventer pour la transmettre aux nouvelles générations. Et ça, on ne sait pas bien faire. Peut-être parce que nos générations l'ont mal vécu, mal absorbé, j'en sais rien. Mais en tout cas, et sans qu'il y ait dans ce que je suis en train de dire un goût passéiste, hein, mais simplement on ne comprend pas le présent et on ne prépare pas le futur si on ne connaît pas le passé. C'est absolument pas possible. Et donc là, je crois qu'on a un vrai effort à faire pour trouver de nouveaux moyens de transmission adaptés à cet âge numérique et adaptés à ce que sont les jeunes générations. Je ne suis pas sûre qu'on y soit encore arrivé. Merci. Je voudrais, comme le temps tourne, qu'on aborde un autre secteur où la réinvention est indispensable, dont on parle de plus en plus, et qui est la réinvention de la ville. Federico. Donc la réinvention de la ville, c'est un sujet qui me passionne. On est on le sait, dans une époque où on passe dans une phase dans laquelle la ville était conçue comme élément, disons, mécanique qui pouvait engendrer, supporter des rapports et des activités. J'ai à l'esprit la carte du métro de Londres ou de Paris, par exemple. Ça facilite les transports, c'est une ville mécanique, c'est l'invention des systèmes de drainage, c'est l'invention des systèmes de communication, de télécommunication, etc. On arrive à une époque où la ville agit un peu comme un organisme vivant. Donc il y a à la fois des allers-retours entre le tissu urbain et les hommes qui l'occupent. Ce dont on travaille maintenant, c'est comment on arrive à faire face à un discours ambiant sur cette notion d'optimisation. On a évoqué les big data. Donc l'optimisation des rapports sociaux, l'optimisation de la vie dans la ville et la vie qui échappe à l'optimisation. Donc comment faire face et mettre en synergie ces deux éléments. On parle beaucoup maintenant de cette notion de l'Internet des objets, Internet of Things.
Cisco dit que en 2020, on aura 50 milliards d'objets connectés. Intel dit qu'on aura 200 milliards d'objets connectés. Mais quand on pense à cette notion d'objet connecté, on pense à une transmission d'informations entre deux objets, et puis on pense à la notion de connectivité, qui est fondamentale, qui est très important, mais ce qui échappe au discours, c'est une fois qu'il y a un objet connecté, qu'est-ce qu'on construit autour? C'est quoi la communication qui engendre et qui fait que des objets ou des systèmes interconnectés s'intègrent dans des relations humaines, et comment on arrive à sédimenter des processus de connaissance. Donc, l'Internet des objets qui communiquent les uns avec les autres, comment on arrive à comprendre la mise en relation entre les humains et comment on arrive à faire du sens à tout ça. Et je pense que ça, c'est des angles intéressants sur lesquels on travaille, encore une fois, entre l'optimisation qui est fascinante, comment on vivra dans une société qui est complètement, qui pourrait être autonome. On parlait des voitures électriques Tesla. Aujourd'hui, des voitures électriques, elles peuvent conduire pratiquement 90% du trajet sans conducteur. En 2020, Singapour, il va y avoir 20% des voitures autonomes. Donc, on rentre dans une voiture, la voiture nous amène quelque part. Donc, face à ça, c'est quoi la place de l'homme et comment on arrive à construire des villes dans lesquelles on n'a pas seulement l'impression de vivre dans une ville qui est smart, qui est intelligente, mais qu'on éprouve aussi un sentiment d'intégration et surtout un sentiment de beauté, de vivre, d'être dans un lieu particulier. J'oppose personnellement Datapolis, la ville qui repose sur les données, l'optimisation, et Participolis, la ville à laquelle au design et à la gestion de laquelle les gens participent. J'aimerais bien le point de vue de Léa ou d'Alizé sur comment elle voit la participation des gens au design ou à la gestion de la ville à partir de leur expérience. J'allais justement dire que repenser la ville, c'est la repenser à l'aune de tous les acteurs et toutes les personnes qui la composent. Donc la ville, c'est pas seulement les collectivités ou les pouvoirs publics qui la font, c'est pas seulement les entreprises qui y sont, c'est pas seulement les citoyens, mais c'est toutes ces personnes-là qui ensemble peuvent construire la ville avec différentes perspectives, différents moyens d'action et puis différents objectifs. Je crois qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays, dans une ville qui l'ont bien compris. Je pense à deux initiatives avec lesquelles on travaille qui sont, alors à l'échelle de la France s'engage, et à l'échelle de Paris, le budget participatif, où ce sont des initiatives qui visent à remettre le citoyen et les acteurs de l'innovation sociale au centre d'un certain nombre de projets. Je trouve que dans cette démarche-là, l'initiative de la France s'engage, donc qui est portée par l'Élysée et dont Eloasso est lauréat, est très pertinente dans la mesure où l'objectif est de favoriser le déploiement d'innovations sociales portées par des entrepreneurs, portées par des petites organisations qui ont fait leurs preuves, et sur le papier en tout cas, d'ouvrir les administrations publiques, d'ouvrir les plateformes d'État pour leur permettre de se déployer. Et là, on voit tout à fait comment, à l'échelle d'une ville, c'est encore plus pertinent parce qu'on a un territoire d'action circonscrit, on a des problématiques particulières, où on a des réponses portées par des entrepreneurs qui fonctionnent et où, avec la collaboration des différents services de la ville, par exemple, on peut très rapidement les déployer et atteindre l'impact. Mais si tu me permets, ça reste très français. C'est-à-dire c'est l'Élysée ou la municipalité qui disent « vous avez le droit de faire ». Or, la participation, c'est peut-être faire sans demander la permission. Alors, je pense que c'est pas incompatible dans la mesure où tous ces entrepreneurs-là, ils ont fait sans demander la permission. C'est simplement qu'aujourd'hui, ce qu'on le voit, c'est que faire sans demander la permission, et donc ce que fait l'entrepreneur, ça a un impact jusqu'à un certain point, mais que face à l'ampleur des problématiques, je pense que c'est à travers l'action collective qu'on arrivera à y répondre. Et donc, c'est justement ceux qui ont fait sans demander la permission et qui ont montré que ça fonctionnait, et ceux qui ont la permission reconnaissent cette expertise et les soutiennent jusqu'au bout. Et après, dans le processus, que ce soit sur le budget participatif parisien ou sur la France s'engage, la mobilisation se fait sur les différents territoires pour faire remonter justement tous les projets qui ont fonctionné et donner ensuite la parole aux citoyens pour choisir ceux qui paraissent le plus pertinents pour répondre aux problématiques de leur ville. Ça ne marche que si dans le mot entrepreneur, on inclut les activistes qui font comme les entrepreneurs, qui réunissent des ressources qui ne sont pas utilisées assez efficacement pour changer
le monde, pour résoudre un problème ou saisir une opportunité. Il nous reste... Joël, après je sais qu'on est à la fin du débat, mais je voudrais revenir sur la notion de smart. Smart city, smart home, smartphone, smart car, et réinventer, je me permets de dire, de réinventer l'intelligence, puisqu'on est dans la réinvention. Pas réinventer l'intelligence au sens intelligence des anglo-saxons, on sait malheureusement à quoi ça a conduit, c'est-à-dire l'espionnage. Mais réinventer l'intelligence. Je vais prendre une phrase assez ancienne déjà de Michel Serres, qui disait « Avec les machines intelligentes, on a la chance de devenir plus intelligent ». C'est-à-dire que lui voyait déjà une synergie entre les machines intelligentes et le cerveau humain, qui va à l'encontre de ce que disaient tout à l'heure Stephen Hawking, Bill Gates et Elon Musk, que ça va au contraire nous rendre de plus en plus esclaves et de plus en plus idiots. Moi, je suis en faveur de la symbiose, c'est-à-dire de l'intrication de plus en plus étroite des interconnexions humaines en réseau à la surface de la planète et des systèmes intelligents et des machines intelligentes, qui nous permettra de développer ce que j'ai appelé rapidement, mais je le redis encore et je l'expliquerai plus longuement dans un article et dans un bouquin, l'hyperhumanisme, pas le transhumanisme, c'est-à-dire de dégager dans notre cerveau des dimensions dont nous n'avons encore aucune idée. L'intelligence, ce qui est machinal, les machines feront beaucoup mieux ce qui est machinal que nous. D'où la valeur de l'intelligence créative dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, une phrase chacun. On a parlé de réinventer l'éducation, en gros de réinventer la pensée. C'est quoi l'un ou l'autre, l'un et l'autre? Il nous reste 3 minutes 35 secondes et vous êtes 6, débrouillez-vous. Luc. Oui, on a parlé beaucoup des milléniums et en expliquant qu'ils maîtrisaient tout à la connexion. Comme toutes les autres tranches de la population, ils ne sont pas exempts du fossé numérique et de l'exclusion numérique. Donc ce qui est très important, c'est de travailler à la réinclusion numérique. Chez Orange, on travaille avec les ateliers numériques de Orange Solidarité. C'est des bénévoles qui, le soir et le week-end, donnent des cours pour recréer cette inclusion avec Simplon, avec des acteurs sociaux locaux. C'est très important, y compris pour les milléniums. Ok, vous êtes 6. Alizé. Moi, je voudrais juste ouvrir peut-être sur l'international. On a parlé beaucoup d'exemples ici français. Je rentre de Dakar où je crois qu'il y a 50% des jeunes qui sont au chômage et qui sont encore au début de ce processus d'utilisation du numérique pour se connecter. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire pour aller plus vite et pour éviter certaines erreurs dans ces nouveaux pays. Joël. Moi, je voudrais aider à réinventer l'intelligence humaine connectée en symbiose, car j'ai beaucoup moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle. Corinne. Je pense que d'une certaine manière, c'est l'humanisme lui-même qu'il faut réinventer à l'ère du numérique, parce qu'il faut que nous retrouvions ce qui nous fait, ce que la dignité humaine est et ce que l'homme est. Et c'est vrai que je trouve que c'est une valeur qui n'est pas toujours là où elle devrait être. Donc j'entends ce que dit Joël sur l'hyper-humanisme. Je pense qu'avant d'être hyper, il faut déjà qu'il soit humanisme. Federico. Je dirais que par l'appropriation des technologies, il y a moyen de les détourner à notre avantage. Quelque part, nous devrions penser ou réinventer comment les technologies peuvent supporter des relations humaines. Et dans le développement informatique, on dit qu'il faut s'intéresser à l'utilisateur. On a une approche user-centric. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça à l'échelle d'une ville, à l'échelle de l'État, qu'on questionne les citoyens, que les gens puissent donner leur avis et qu'on ait vraiment une approche centrée sur le bénéficiaire. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre patience. Merci à vous pour votre brillante participation. Éloi.